S Podcast Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis votre hôte Vincent Mandeville, co-auteur du paléoqc.com, Paléo Québec, et je suis en compagnie de Guillaume Lacerte. Comment ça va, Guillaume? Ça va bien et toi, Vincent? Ça roule. Est-ce que je comprends, tu es un petit peu fatigué aujourd'hui? Yes, cours de plein air intensif. C'est surprenant comment ça fatigue de donner des cours toute une journée. À chaque fois, je suis éclaté en mille. Tu penserais que juste être le gars en avant, puis parler, puis juste dire des affaires, ça serait pas fatigant, mais... Faut que tu dandines aussi, ça prend de l'énergie. Ah oui, c'est fait que c'est du plein air artistique, du plein air où est-ce que tu te dandines en même temps. Ouais, classique. Fait que y a-tu quelque chose de neuf, quelque chose d'excitant qui se passe à Guillaumeville? Ah oui, mon terrain est en train de devenir une jungle, ça me fait triper. On a des salamandres un peu partout, plein d'insectes, on va avoir des cerises, tous nos arbres sont en fleurs, on va avoir plein de groseilles aussi, plein d'insectes. Puis j'ai vu un écureuil qui a volé une côte levée dans mon tas de compost. C'était assez spécial d'avoir un écureuil sur une branche d'arbre en train de grignoter un bout d'os. Fait que tu mets des barreaux dans tes fenêtres juste pour être sûr qu'ils prennent pas le goût de la chair humaine un jour? Ah ouais, non, je sais pas, je pense que je pourrais les entraîner. Je suis confiant. Ils savent c'est quoi ça vient de qui la main qui les nourrit. Ils vont me respecter. Horizon 2017, écureuil entraîné. Et voilà. Il y en a partout, hein. Je pense que les gens me verront pas venir. Toute une stratégie, tout un plan. Ah ouais. All Toi, right. qu'est-ce qu'il faut? Comment ça va l'entraînement? L'entraînement, ça a pris un petit peu le bord avec le déménagement puis juste de se remettre sur les rails. Mais là, je te parle de ma toute nouvelle station debout. J'enregistre debout. C'est ma fierté d'ergonome de pouvoir avoir une meilleure posture quand je parle, quand je donne le show. Donc, bien content de ça, mais malheureusement, l'entraînement a été un petit peu mis de côté à cause de ça. Toute l'installation, puis... mais c'est pas grave, je veux dire, ce qui est important, c'est de faire des petits pas constants dans la bonne direction, puis je lâche pas. Ah, excellent, j'aime ça. Bonne philosophie de vie. Yes. Écoute, on va parler de notre invité, notre invité qui s'appelle Alexandre Gélina, qui est un kinésiologue. Il est diplômé en 2011 à l'UQAM. Il travaille dans le sport, l'activité physique, la performance depuis 2011. Puis il a fondé un site web qui s'appelle Athletic Science, ou en français, Science Athlétique. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu de mes aînés à l'université qui a créé Athletic Science, qui est une espèce de business de coaching personnalisé en performance physique sur Internet. Donc, je sais pas, Guillaume, si tu as déjà eu une expérience d'entraînement par Internet, mais j'ai comme dans l'idée qu'il doit y avoir quand même une couple de challenge. Ouais, en fait, non, j'ai déjà considéré, tu sais, prendre mettons, me faire coacher par quelqu'un. J'ai déjà regardé pour des prix, puis tu sais, c'était vraiment quelqu'un de précis que je voulais, mais finalement, j'ai opté contre. Non, l'idée est quand même intéressante, surtout maintenant que c'est plus facile que jamais de filmer ce que tu fais. Tu sais, avec les téléphones cellulaires, maintenant, c'est vraiment facile de faire, ok, bon, je vais regarder, tu sais, pendant que je m'entraîne, je vais filmer tout ça, puis c'est très facile pour la personne, même si elle est loin, de voir, tu sais, ton mouvement, de voir comment ça se passe. Fait que, tu sais, j'ai pas de doute que, mettons, s'il y a une époque où ça fonctionne, c'est maintenant, là. Je pense que ça peut fonctionner. Comme tu dis, là, l'accès à l'information a jamais été aussi facile. Le data, ça coûte plus rien. Tout le monde a accès à Internet. Mais je dois avouer, une de mes plus grandes craintes, c'était justement comment est-ce que tu assures un suivi qui est assez serré au niveau de... Tu sais, si t'es un athlète, comment t'es sûr que le coaching que tu reçois est adéquat, ou tu sais, si t'es un coach, comment tu t'assures de te donner ce suivi-là? Ouais, ça va être intéressant de savoir comment lui fait. Good. Mais tu sais, je sais que, mettons, comme des fois comme entraîneur, même personnellement, tu sais, des fois, c'est même un peu bizarre d'être tout le temps là avec quelqu'un, et puis le regarder faire ses répétitions. Fait que ça, c'est une partie qui manque, tu sais, qui doit pas manquer tant que ça dans ce qu'il fait. Ben voyons donc, c'est super pertinent. Regarder chacune des répétitions de tes... Ben, tu sais, des fois, avec un groupe, c'est pas super parce que tu peux t'occuper à gauche puis à droite. C'est un petit groupe, mettons. Mais avec une personne, tu sais, ça devient un peu intense. Des fois, comme 1 heure non-stop avec. On dirait que des fois, tu sais pas... Tu regardes à gauche puis à droite, tu sais pas où te mettre.
Super. Ben écoute, j'ai vraiment hâte de voir la perspective d'Alexandre là-dessus. Fait que avais-tu autre chose à annoncer à nos auditeurs, à nos fans? Non, je pense que c'est tout pour cette semaine. Là, je vais tomber, je vais finir ma session dans pas longtemps, je vais être plus disponible. Fait qu'on va voir si on peut avoir des 2-3 projets spéciaux pour cet été, puis on tiendra les gens au courant avec ça. Good. Excellent. Fait que groupe, on va aller rejoindre Alexandre, mais souvenez-vous, si vous avez d'autres invités que vous aimeriez que moi ou Guillaume interviewe un, ou si vous voulez vous proposer, n'hésitez pas, je veux dire, venez nous contacter sur notre page Facebook, sur notre adresse courriel, paléoquebec@gmail.com, notre page Facebook de Paléo Québec, ou notre Twitter, @paléoqc. Donc, n'hésitez pas. Fait qu'on va aller retrouver Alexandre. Et nous voici avec Alexandre, donc Alexandre Gélina, qui, comme je le disais, kinésiologue diplômé depuis 2011, qui travaille dans l'activité physique, la performance depuis 2011 également, cofondateur de la compagnie web d'entraînement Athletic Science. Bienvenue parmi nous, Alexandre. Merci. Ça fait plaisir d'être ici avec vous autres. Cool. Ben, écoute, Athletic Science, j'en parle depuis tantôt, c'est une compagnie web d'entraînement. Donc, exact. Pour bien des gens, ça veut pas dire grand-chose. Fait qu'écoute, pourrais-tu nous décrire l'offre de service? Ça fait quoi, Athletic Science? Ouais, dans le fond, c'est assez simple. C'est vraiment de faire un encadrement, un suivi d'entraînement personnalisé en ligne. Donc, de vraiment prendre la personne qui a des objectifs de performance, donc de partir avec elle, poser des questions sur ses objectifs, de faire une évaluation de sa condition physique, d'avoir un point A dans le fond d'où elle part, bien fixer ses objectifs avec elle, tout ça en ligne. Et puis le suivi, après ça, se fait en ligne également. Donc, pas de nutrition pour l'instant. C'est quelque chose qu'on veut ajouter dans un futur très proche. Mais c'est vraiment tout ce qui est évaluation la plus complète, personnalisée de l'athlète. Donc, est-ce que c'est complètement virtuel? Est-ce que vous seriez capable là, de vraiment prendre quelqu'un à travers Skype, à travers d'autres logiciels? Oui, c'est ça. Ben, on utilise soit Skype ou directement que les gens se filment en vidéo. Ils nous envoient leurs vidéos de eux qui exécutent leur programme pour faire le coaching puis justement analyser leur technique d'ici là. C'est sûr qu'il y a besoin d'un petit une base d'entraînement. C'est sûr que les total débutants, ça va être un petit peu difficile de partir à ce niveau-là. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Tout est en ligne, justement. Souvent, le crainte des gens, c'est justement au niveau de la personnalisation de tout ça ou juste le contact avec le coaching. Mais souvent, les gens qui ont un peu d'expérience justement à faire leurs exercices et de s'aligner un petit peu dans le gym, savent où ce qu'ils s'en vont. Le gros point, c'est vraiment au niveau du coaching qu'on a besoin de où est-ce que je m'enligne, comment que ma préparation justement dans le prochain mois, le futur 3 mois, 6 mois, etc. va s'enligner. Fait que c'est vraiment là qu'on va mettre l'emphase avec Athletic Science. OK, génial. Puis c'est drôle parce que Guillaume puis moi, on en parlait avant de te mettre en ligne. Guillaume disait, hey, maintenant, avec les caméras puis le data qui coûte presque rien, tu sais, c'est vraiment facile de faire du coaching en ligne. Fait que je pense que Guillaume t'avait vraiment bien évalué le modèle d'affaires d'Alexandre. C'est pas les complets débutants, votre clientèle. Fait que c'est qui votre clientèle, mettons, idéale? Sûr que on est conscient que le bassin d'athlètes, c'est pas nécessairement le bassin le plus gros. Fait que oui, tous ceux qui ont des besoins de performance physique, c'est notre client idéal. Mais nous, on a en tête aussi que tous ceux qui ont un objectif de performance, même si c'est pour perdre du poids, on essaie tout le temps de recommander aux gens d'aller chercher, exemple, quelque chose qu'ils voulaient faire depuis longtemps, qu'ils ont arrêté de faire. Donc, reprendre la course à pied, faire le premier 5 km, le premier Spartan Race, Tough Mudder, commencer le powerlifting. Des gens qui sont intéressés par le triathlon, mais ça leur fait peur. Donc, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher, si on veut, la petite graine d'athlète chez les gens, là, puis d'essayer de motiver ça, versus d'aller chercher des objectifs que, selon nous, s'essoufflent trop rapidement, style aller perdre 5 livres, 10 livres, 20 livres, d'aller être en forme ou être en santé. C'est un peu général pour nous. Donc, des fois, on sert justement des objectifs plus de performance, d'aller chercher un événement sportif ou un besoin plus concret, si on veut, avec les gens pour arriver à obtenir leurs objectifs. Donc, pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est vers ça. Sinon, un athlète qui est déjà un athlète dans n'importe quel sport, que ce soit plus sport de puissance comme le hockey, football et tout ça. Donc, oui, là, on part de A à Z avec ces gens-là. Fait qu'autrement dit, c'est quand même intéressant. Tu vas chercher pas nécessairement les athlètes dans la population, tu vas chercher l'athlète
chez quelqu'un. Donc, n'importe qui peut aller chez Athletic Science, peut bénéficier de votre suivi, de vos services. Exactement. T'sais, on n'a pas un client qu'on préfère versus l'autre. C'est vraiment ce qui nous motive, c'est tout ce qui est plus le petit côté athlétique de l'entraînement, de côté performance, si on veut, à ce niveau-là. Mais c'est pas on met pas la santé d'un côté et la performance de l'autre, à moins que vraiment l'athlète veut performance de pointe. Là, on sait que la santé et la performance, c'est pas tout le temps des synonymes. Quand on arrive justement on est avancé, élite, certains niveaux plus hauts, là, que ça semble un petit peu plus difficile de conjoindre les deux, mais on veut vraiment aller chercher, comme tu dis, l'athlète chez les gens, mais les athlètes aussi nous intéressent. Puis toi-même, tu as été un sportif, un athlète à un certain point. Est-ce que tu pourrais peut-être brosser un portrait de ta carrière sportive là, pour nos auditeurs? Oui, mais depuis que je suis tout jeune que j'ai joué au soccer jusqu'au niveau collégial. Ensuite de ça, mon gros sport a tout le temps été plus l'hiver, donc ça sent un petit peu plus des normes dans le sens que c'est pas le hockey, soccer ou baseball. Là. J'étais commencé en ski à l'âge de 3-4 ans. Puis je suis transféré à la planche à neige environ vers l'âge de 12 ans. Puis depuis, après ça, j'ai pogné la piqûre avec ça. J'ai commencé à enseigner la planche à neige à l'âge de 14-15 ans au ski Mont-Saint-Bruno, d'où j'ai gravi les échelons. Je suis allé chercher des niveaux tranquillement pas vite jusqu'au niveau 3. Et puis ensuite de ça, j'ai coaché. Là, c'était plus du freeride, donc plus de la descente. Puis ensuite de ça, j'ai coaché pour une équipe, dont un sport-études en planche à neige. En fait, le seul sport-études d'un planche à neige qui est pour le polyvalent de Saint-Jérôme. Pour plus en freestyle, donc des manœuvres de style libre. Donc plus de côté esthétique, côté ce qu'on voit un peu aux Olympiques, là, ce qu'on appelle slopestyle, donc plus des sauts et des rampes vraiment du côté plus acrobatique. Chez les jeunes, donc c'était vraiment, j'avais des jeunes qui partaient, je pense que c'était 5-6 ans, puis jusqu'à du 10 ans environ que j'avais. Donc c'est sûr que le sport-études allait jusqu'à 17-18 ans, grosso modo. Moi, j'avais en charge les plus jeunes, justement, le développement de l'athlète à long terme, justement. Ben, côté développement de l'athlète, tu as dit le mot, puis ça me permet d'embarquer sur une nouvelle tangente, en fait. On entend souvent que de plus en plus les jeunes, ils partent sur ils vont, admettons, jouer au hockey pendant 12 mois à l'année. Ils vont jamais s'arrêter, ils vont toujours jouer au hockey. Fait que quand tu penses au développement de l'athlète, tu as entraîné ces gens-là à la planche, c'est quoi ta perspective pour que quelqu'un soit en forme, en santé, justement, tu en as mentionné plus tôt. Tu veux pas juste faire un sport pour être en forme, pour être en santé. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'ils appellent en anglais des glass cannons, des gens super performants, mais qui ont aucune autre capacité, dans le fond. Non? Exactement, c'est vraiment pas le but. De un, j'ai peut-être une petite mentalité un peu... dans le fond, avec l'athlète, on veut qu'il s'entraîne le plus longtemps. L'athlète qui va être le plus performant, c'est lui qui va être capable de s'entraîner de bas âge jusqu'à temps qu'il fasse son développement justement, puis qu'il se développe vers, après ça, la compétition vers 17-18 ans. Souvent, ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard, dépendamment du sport. Mais si on l'enligne déjà comme une job finalement à l'âge de 8-9 ans, que ça soit, je donne le hockey comme l'exemple parce que c'est souvent un qui est plus populaire ici puis que c'est facile à voir. Ils ont des camps d'été, ils vont faire du deck hockey, du power skating à telle saison. Ensuite de ça, ils embarquent sur la glace pour aller refaire d'autres hockey encore. Ce qui arrive, c'est que ça fait, oui, des joueurs de hockey, mais pas nécessairement un athlète complet et généraux. Donc, en faisant des sports, exemple que cet athlète-là ferait de l'athlétisme ou du soccer, mais il y aurait d'autres patrons de mouvement. Il apprendrait justement à bouger différemment. Il n'y aurait pas tout le temps le même patron au niveau des hanches et tout ça. Donc, il y aurait peut-être moins d'usure prématurée au niveau des hanches. Mentalement, il trouverait peut-être que le hockey, c'est plus une job en faisant d'autres sports. Donc, il goûterait encore à la passion du hockey rendu à 17 ans. Versus qu'ici, il fait juste ça par... est-ce que c'est vraiment le jeune qui veut faire ça à temps plein ou c'est le parent qui pousse un peu dans le derrière? Ça, c'est la question se pose aussi. C'est... vraiment une erreur qu'on fait avec les jeunes d'essayer de les développer trop tôt juste dans un seul sport quand les qualités athlétiques peuvent se développer de nombre de façons qui est finalement différente que juste de pratiquer le même mouvement in and out tout le temps. Ouais, ben. Est-ce qu'il y a comme des exercices que tu as trouvé que tu dis OK, ça, tout le monde les fait puis c'est pas négociable? Tu parles dans le gym plus ou? Ben, dans le gym ou tu sais, ben, avec les enfants, là, comme mettons moi avec mes étudiants au cégep, si je donne en martiaux, ben tu sais,
je mets des roulades. Vous voyez que c'est comme ça. Ouais. Un truc de base, les gens qui n'arrivent pas à faire des roulades ou à marcher à quatre pattes, tout le reste ne fonctionne pas. Fait que je mets des roulades puis de la marche à quatre pattes. Ouais. Non, tu fais bien de racheter d'autres mouvements. Tu sais, savoir bouger en général. Tu sais, il y a eu l'avenue du FMS, ça a été critiqué. Mais je pense que c'est une bonne façon d'aller, pas nécessairement la FMS en général, mais un certain... d'aller plus dans les mouvements versus des muscles ou de viser les exercices. Donc, FMS, pour les gens qui écoutent le podcast. Comme le FMS, c'est le Functional Movement Screen. Donc, c'est un genre de test, si on veut, pour standardiser certaines qualités de mouvement chez les jeunes. Donc, chez les jeunes, chez les athlètes en général. Donc, tu vas avoir des mouvements comme le squat, une fente en ligne, comme se coucher sur le dos, amener sa jambe la plus proche possible de soi, comme pour tester la flexibilité. Une couple de mouvements comme ça, que selon le FMS, ça serait le standard. Là, tout le monde devrait avoir une certaine qualité de mouvement dans ces mouvements-là. Ce que je trouve limitant un peu, moi, c'est que c'est l'auteur qui a décidé que ces mouvements-là étaient les meilleurs. D'après moi, il faut plus varier les mouvements. Oui, se donner une certaine... de coacher les gens, finalement, que ce soit justement une roulade, ramper, en ayant l'œil aiguisé, en sachant c'est quoi bien bouger. On est capable de voir si c'est smooth ou si ils ont de l'air de... Tout le monde, des gens robotiques qui rampent comme si c'était... fait en plus en quadrilatère qu'un être humain. C'est supposé être smooth et avoir des articulations qui bougent facilement. Donc, en ayant l'œil aiguisé, on est capable de voir justement, je crois, un certain standard, puis de voir les gens, puis de les coacher de cette façon-là. Mais des mouvements, pour revenir à ta question, des mouvements plus standards qui seraient intéressants, c'est dur de nommer juste un, mais je pense que tout le monde devrait être capable de faire un certain sprint, puis de faire un changement de direction, donc de contrôler ça, décélérer, puis repartir de l'autre côté, puis de faire un squat et un saut. Donc, de réapprendre à sauter, à faire des squats. J'avais entraîné, c'était assez drôle, des athlètes... c'était plus en prévention de blessures pour des athlètes de natation. Puis quand eux autres sont tellement habitués d'être dans l'eau, quand ils sortent de l'eau, essaie de leur faire des squats, de lancer des ballons, de développer la puissance ou le corps un petit peu. Souvent, c'était les jambes un peu en nouilles, puis les genoux rentraient à l'intérieur. C'était un peu tout croche. C'est là que tu vois, là, ça marche peut-être un petit peu moins. Là, vous êtes des bons nageurs, mais si vous voulez continuer à être, vous entraîner, faire un peu de course d'autres sports, il va falloir vous rendre plus athlétique en général que juste de bien savoir nager. Finalement. Fait que tu as parlé de mouvements qui sont que tout le monde bénéficierait, mais est-ce qu'il y a des lacunes que tu observes à travers tous tes athlètes? Des capacités physiques là, qui sont peut-être pas nécessairement, ou des patrons moteurs qui sont juste de façon consistante pas acquis? Le fameux patron de deadlift ou de soulevé de terre qui est là, dans le fond, je vais utiliser beaucoup de mots anglais, je suis désolé, j'ai plus des mots que j'utilise comme le hip hinge ou le mouvement de penture de porte. On est au Québec, tout le monde comprend. Soulevé de terre. Oui, exactement. Donc ça, qui s'apparente un peu au squat aussi, c'est les deux mouvements, je dirais que les gens souvent en étant assis beaucoup avec l'avenue du... moi, je suis dans l'époque du Nintendo, mais là, c'est plus Xbox, PlayStation et l'ordinateur. Les gens sont de plus en plus assis, ça bouge de moins en moins. Fait que souvent, carré pour faire genre de squat, de sauter, ben, tout s'écroule. T'es habitué d'être plus dans une position assise. Donc, c'est souvent les deux mouvements que les jeunes ont tendance à pas comprendre comment bouger avec les hanches puis comment aller s'asseoir ou sauter d'une façon convenable. Oui, absolument. Tu sais, les chaises, ça démolit la santé. Là. Tu sais, j'en parle souvent. Ben, Guillaume voit des étudiants, moi je vois des populations de travailleurs. Puis les faire squatter, là, c'est toujours pénible. Leurs chevilles sont comme si elles étaient prises dans le béton, mais à force de porter des bottes tout le temps, c'est clair que c'est assez difficile comme ça. Exact. Fait que on va changer un petit peu d'orientation de la discussion. On va retourner un petit peu plus sur Athletic Science dans la mesure où tu es une compagnie web, tu es une compagnie virtuelle. Fait que supposons que je suis quelqu'un qui me cherche un kinésiologue, qui cherche de l'information sur l'entraînement. Pourquoi est-ce que je te paierais alors qu'il y a 12 millions de sites qui me disent comment faire une série de supersets de biceps pour avoir des gros pipes pour aller me montrer le chest tatoué à la beach de Pointe-à-Calière? Explique-moi ça. Ouais. Dans le fond... Sauf le bout de Pointe-à-Calière, ça, t'es pas obligé d'expliquer. Pas obligé d'en parler, c'est bon. Donc, pour Athletic Science, qu'on vise beaucoup, puis ce qu'on a remarqué, que
il y a on voit des programmes sortir à gauche, à droite, mais c'est tout ce qu'on appelle en anglais du cookie cutter. Donc, vraiment des programmes qu'on lance dans les airs. Tiens, ça, c'est le plus efficace pour avoir des plus gros guns. Ça, c'est le plus efficace. Tu vas acheter 8 pouces de vertical dans ton saut. Tu vas voir, tu vas être le meilleur athlète de ton équipe. Ça prend en compte aucune information sur l'anthropométrie, sur le passé de la personne, sur comment qu'elle bouge au point A qui est aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on essaie de viser avec Athletic Science, c'est vraiment de personnaliser le coaching, donc de voir ça plus comme un développement. Donc, pour ça qu'on fait pas de programme, donc de pitcher un fichier Excel à quelqu'un, tiens, tu as un programme, tu fais ça pendant le temps que tu veux, puis ça va t'aider. On veut plus accompagner nos clients pour qu'ils se développent justement dans leur sport, donc qu'ils bougent mieux, qu'ils se deviennent plus forts, qu'ils comprennent un peu plus comment s'entraîner, comment s'auto-corriger dans le gym. Communauté à distance, on veut développer un petit peu d'autonomie aussi chez les gens qui apprennent à bien s'entraîner par eux-mêmes aussi. Donc de ce niveau-là, beaucoup d'éducation à faire sur les bonnes techniques, sur comment s'ajuster, est-ce qu'on ajoute du poids, est-ce qu'on ralentit le tempo, comment je fais pour rendre ça plus difficile sans qu'il y ait tout le temps quelqu'un à côté d'eux. Donc le fait de rendre un peu plus autonome, un peu plus éduqué à comment s'entraîner, ils vont pouvoir justement performer mieux. Puis de ce côté-là, ils ont de l'accompagnement, fait que dès qu'ils ont des questions, ils peuvent nous rejoindre aussi en tout temps, versus des fois qu'on paye un entraîneur dans un gym. On paye pour un programme, mais on peut poser des questions pendant qu'on est là, mais c'est rare qu'on va envoyer des courriels à notre coach, que ce soit dans les grosses chaînes, quoi que ce soit, dire « Hey, je veux essayer de faire tel mouvement ou ça n'a pas marché de telle chose », ben prends un rendez-vous avec moi puis on va regarder ça. Souvent, c'est la réponse qu'ils vont recevoir. Mm-hmm. Donc, nous, on veut vraiment accompagner les gens qui vont être avec nous. C'est vraiment ça qui va démarquer versus, comme j'aime bien dire, on n'est pas des faiseux de programme, on est vraiment là pour coacher les gens et les accompagner dans leurs objectifs de performance. Fait que ton mot d'ordre, c'est carrément la spécificité d'entraînement, tant la spécificité de l'individu que de ses objectifs. Exactement. C'est bien dit. Fait que, bon, il va falloir qu'on se voit pour l'évaluation si je veux faire grossir mes pipes pour le Beach Club. Exactement. Ou pour Pointe-à-Calière. Puis, trouves-tu que un aspect important de l'entraînement privé, c'est quand même le relationnel de personne à personne? Il y a des gens, oui, ils font ça pour la performance, mais tu sais, il y a un certain contact humain qu'ils apprécient beaucoup. Puis, est-ce que tu as observé cette espèce de lacune-là ou cet aspect-là qui manquait, ou toi, ça te touche pas pantoute? On y a pensé justement en partant au début. C'est en fait le gros point qu'on se disait qu'on veut essayer de développer un esprit de communauté aussi parmi nos clients. Donc, de pas faire comme si c'est des athlètes en silo, mais qui font partie d'une équipe en s'entraînant avec nous. Je sais que c'est difficile à faire en ligne, mais il y a quand même certaines parties qu'on peut aller faire. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde non plus. Il y en a qui ont besoin vraiment de l'esprit communauté, de gang, puis de voir de face à face aussi avec ça. Puis ça, on le comprend. Mais il y a des gens qui veulent tout simplement voir un peu plus peut-être... regarder eux leur performance, qui est important, c'est que ça progresse là, oui. Puis d'avoir un certain petit côté de communauté. On a une page, dans le fond, un groupe privé Facebook. On veut que les gens mettent leurs vidéos, comment ça fonctionne dans le gym, faire rouler ça avec l'expérience un peu de tout le monde, que les gens discutent ensemble, qui s'encouragent un peu là-dessus. Ça reste du virtuel, je t'en conviens. Mais au moins, on va essayer de créer cet esprit-là à ce niveau-là. Ça a des lacunes, c'est pas, il n'y a pas de chaleur humaine ou de contact, ça je te l'accorde, mais on essaie quand même d'aller chercher un esprit de communauté. Le plus qu'on peut faire justement à ce niveau-là, virtuellement, on essaie de s'approcher de ça. C'est une bonne idée, je pense. Souvent les gens, on dirait qu'ils oublient l'aspect social d'Internet, à quel point c'est efficace. Juste avoir l'éducation dans les forums ou dans les groupes en ligne de soutien. Non, je suis convaincu que ça fonctionne même si c'est virtuel. On s'adapte vraiment bien à ça. Surtout maintenant avec les cellulaires, ils peuvent se filmer facilement. Fait que, on veut que les gens, comme on dit, on veut qu'ils soient fatigants avec nous. Là, au début, ils se sentaient un petit peu gênés de mettre leurs vidéos sur la page Facebook. Je dis, non, les conseils qu'on va vous donner, ça va servir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va se sentir moins gêné de mettre une vidéo. Quelqu'un va vouloir faire une blague, quelque chose qui s'est passé dans le gym. Mais mettez des choses comme ça, prenez des photos, motivez-vous entre vous autres. C'est vraiment le but d'aller chercher un petit peu plus que juste je vous envoie un programme encore une fois, puis que on ait juste une approche coach et athlète, mais on veut que tout le monde interagisse ensemble, que faire vraiment grandir tout le monde en même temps, puis que l'expérience de quelqu'un aide au reste du groupe et vice-versa. Fait que c'est quand même intéressant, parce que si tu construis une communauté comme ça, c'est la hiérarchisation, je te dirais, c'est qu'il n'y a pas juste toi puis Philippe, l'autre cofondateur d'Athletic Science, qui sont au-dessus des autres. C'est-à-dire que tout le monde bénéficie de votre approche. Tu sais,
c'est plus que du suivi personnalisé, là. C'est comme une espèce d'entraînement communautaire à un certain point. Définitivement, puis c'est pour ça on voulait essayer de sortir un peu de seulement le fameux silo de l'entraînement privé. Puis même si vous avez remarqué maintenant dans les gyms même de face à face, l'entraînement privé fonctionne pas vraiment. Ça va être plus du semi-privé ou du groupe qui vont fonctionner beaucoup plus. C'est rare les gens vont aller juste pour avec 1 à 1, ça fait plus j'appelle un compteur de reps. Fait que l'entraîneur va être là avec son petit clicker, il va compter des répétitions. Un petit peu moins intéressant pour quelqu'un qui cherche à se motiver et aller chercher un esprit de groupe, un peu plus de motivation à ce niveau-là. Souvent, c'est plus côté motivation que juste sur le coaching de la technique. De 1 pour 1 va vraiment être plus efficace. Je parle dans le gym pour aller quelqu'un qui a vraiment des besoins spécifiques. Je parle sans la réadaptation, des besoins très spécifiques, un certain problème à régler pour un mouvement en particulier, des choses comme ça. Mais sinon, on est capable de faire un coaching justement à distance avec des vidéos, des choses comme ça, un feedback. Puis même de notre bord, on veut pas que les gens se posent 800 questions avant même d'avoir essayé. On leur dit, va essayer dans le gym ou s'il y en a qui s'entraînent à la maison, va essayer ça. Si tu as encore des questions après l'avoir essayé en regardant les vidéos, reviens-nous, filme-toi, on va se coacher là-dessus puis on va aller de l'avant. Au lieu d'être paralysé à dire, ben là, je sais pas, je suis pas sûr de la technique, est-ce que faut que les genoux soient comme ça, je descends à quelle hauteur? Fais-le. Filme-le, puis après ça, on va faire le feedback là-dessus. Est-ce que vous avez des manuels de départ, les manuels du débutant, entre guillemets? Tu sais, oui, il y a une évaluation de base, mais tu sais, comme on disait, il y a des choses de base que tout le monde bénéficierait à gagner. Est-ce que vous faites juste inviter les gens il y a l'évaluation, ou est-ce que tu sais, il y a une espèce de matériel que vous leur fournissez? Oui, c'est encore en développement. On a sorti déjà une version bêta. On est en train de corriger la mise en page et tout ça. Mais oui, on a un guide qu'on a appelé les mouvements fondamentaux en entraînement. Très original comme titre. Ça dit ce que ça dit. C'est vraiment tout ce qui est, justement, on parlait du squat, deadlift, mouvement de tirade horizontale, tirade verticale, poussée horizontale, poussée verticale, les différentes prises. Après ça, les positions de lunge, donc tall kneeling, half kneeling, donc agenouillé et un genou au sol, 2 genoux au sol. Ensuite, position lunge. Tout ça est dans le guide pour essayer que si les gens ont des questions, on peut les référer à ce guide-là, puis avec les vidéos et ces images-là, il y a déjà un bon background, au moins pour que tout le monde parte sur la même longueur d'onde, tout le monde parle le même langage aussi, donc les mots, il y a beaucoup de termes en entraînement, pas tout le monde qui est au même niveau, donc ce genre de guide-là, ça aide à mettre tout le monde sur le même frame de départ aussi. Puis est-ce que ça serait éventuellement pour vous une option de rendre ce guide-là disponible, je veux dire, au public en général? J'imagine que vous le vendriez évidemment, mais pas juste à vos clients. Ça va être... Là, ce qu'on offre, c'est dans le fond un mois gratuit, mais comme dans toute chose gratuite aussi, on veut que le service reste de qualité. Donc on va déjà avoir pas mal de monde. Donc, à peu près, on est pas mal la trentaine qui sont inscrits. Pas de 30 qui sont en ce moment actifs, mais quand même, ça commence à faire du monde pour deux coachs en ligne pour garder un suivi de qualité. Fait que ce qu'on veut faire à la place pour pas garder une offre gratuite pour les gens aussi, d'avoir un petit quelque chose d'information. Au lieu d'offrir un mois gratuit, possiblement qu'on offrirait ce guide-là à la place. Fait que nous, on serait contents, on aurait encore un service de qualité pour ceux qui essayent leur premier mois avec nous. Puis, il y aurait quand même quelque chose pour que les gens puissent apprendre avec ça. All right, excellent. Fait que tu as lancé ta business en entraînement avec Philippe, puis y a-tu des erreurs dans ton parcours, tu sais, des choses que tu dis, avoir là, retourner 5 ans en arrière, il y a telle chose que j'aurais fait différemment. As-tu des moments comme ça des fois? Côté business ou côté plus kinésiologue, entraînement? Que ce soit kinésiologie ou côté business, la question est ouverte. On a fait des cours de marketing, gestion au bac. C'était pas les cours les plus poussés. J'aurais peut-être été chercher un peu plus d'informations à ce moment-là quand la porte avait été ouverte. Parce que là, je me rends compte que quand on parle en entreprise, on met plus qu'un chapeau. Donc là, c'est tout moi qui fais l'édition vidéo en arrière. On a l'équipement caméra, audio. C'est toutes des choses que j'apprends. Comment corriger la couleur sur une vidéo, j'avais aucune idée comment faire ça. Côté gestion, faire un plan d'affaires. Côté marketing, réseaux sociaux, tout ça. J'étais pas le plus gros... la personne qui mettait le plus de choses sur mon Instagram, mon Facebook. Là, wow, ok, faut
sans être show-off, le but c'est juste de montrer ce qui se passe dans la compagnie, nos offres et tout ça. Donc là, ok, apprendre comment ça fonctionne, tout ça aussi. Donc, il y a des compagnies qui ont des gestionnaires de communauté. Bon, ben c'est un autre chapeau qu'on met aussi. Donc c'est tout le côté business, ça a été un bon coup à apprendre. Ça a été ça qui a ralenti un petit peu au début aussi, de faire le site web, les vidéos, le côté business, plan d'affaires, ça a été du stock. Fait que oui, ça a été de me renseigner un petit peu plus au cas où j'avais besoin de le faire. Tout le temps pratique pour n'importe quelle façon job, selon moi, un petit côté plus affaires aussi. Ça permet de mieux vendre ses services, d'aller communiquer des fois de l'information un petit peu plus aisément avec que ce soit client, patient, que les gens travaillent. Donc voilà. Ouais, ben puis on se le cachera pas. Je veux dire, un kinésiologue en tant que tel, ça n'a pas des avenues de carrière qui sont multiples ou nécessairement passionnantes. Je veux dire, combien de kinésiologues vont se rediriger ailleurs, vont finir entraîneur personnel. Je pense que juste là, on parle de 50-60% de la population de kinésiologues qui font autre chose ou ils vont carrément voir ailleurs. Ouais. Ou qui finissent dans les énergies cardio et autres de ce monde. Là. J'osais pas nommer de nom. Oui. Ben, au pire, on l'effacera au montage. Sinon, c'est ça au niveau business, au niveau personnel, est-ce qu'il y a quelque chose que ton entraînement t'a fait, genre, hey, ça, j'aurais dû faire ça, là. Ouais, dans le fond, le premier job que j'ai eu en sortant du bac, c'était en réadaptation, donc chez Physio Extra. Donc, j'étais kinésiologue avec une équipe multi, justement avec Ergo Physio pour retourner les gens au travail. Puis ça donne une espèce de... Ça retourne un petit peu plus au côté résilience et protection et faire attention à la posture assis. Fait que j'ai tombé un petit peu trop profond dans cette avenue-là. Et quand j'arrivais pour m'entraîner, là, j'avais la tête pleine de « Oh là, mes genoux sont-ils bien placés? La technique est-tu belle? » Là, je me regardais dans le miroir, là, un moment donné, ça déclic, c'est fait. Là, t'es plus en train de lever des charges lourdes puis augmenter tes performances, t'es juste en train de virer fou avec, tu vas-tu te blesser ou quoi que ce soit. Puis dès que ce déclic-là a fait, ça a été jour et la nuit, mes poids ont augmenté, je me suis pas blessé. On est capable de voir justement en mettant les charges si ça va lever ou pas. Fait que d'être dans sa tête tout le temps comme ça a vraiment pas été la meilleure chose pour ma performance. Fait que je suis bien content de l'avoir vécu pour ne pas refaire l'erreur dans le futur après ça. Puis pas que pouvoir voir aussi si les clients sont un peu plus dans cette direction-là de je vais-tu me blesser ou tout est correct. Donc se poser moins de questions, on s'entraîne fort quand il faut, puis on pose des questions quand il faut après ça. Ouais, ça je pense que les questions puis l'Internet a vraiment été un grand égalisateur à ce niveau-là. C'est que on a tellement accès à plus d'informations, puis on a tellement accès à des gens beaucoup plus spécialisés. Moi, je me souviens aussi dans mon bac, il y avait beaucoup de gens qui étaient intelligents, cultivés, éduqués, que j'ai pas assez exploité. Mais maintenant, ça nivelle le terrain de jeu un petit peu, là, ce qui permet à des gens comme toi de se mettre de l'avant puis de justement publiciser un peu ses services avec Athletic Science. Mm-hmm. Donc, on va parler un petit peu plus personnellement de toi. Tu sais, tu as dit, je fais attention à ma technique, je faisais attention à ma technique, mais là, mes poids ont augmenté. Donc, comment est-ce que tu t'entraînes en ce moment? As-tu des objectifs de performance particulière ou... Oui, j'ai été ces temps-ci grandement influencé par un entraîneur aux États-Unis qui s'appelle Alex Viada. Donc, il fait de l'entraînement hybride qu'il appelle. Donc, c'est un mélange entre le powerlifting et toutes autres... powerlifting et autres. Dans le fond, il entraîne des gens qui veulent faire augmenter leur force brute comme ça. Et puis, que ce soit de l'endurance de l'autre côté, donc que ce soit triathlon, demi-marathon, ultra-marathon, c'est vraiment un mixer les deux ensemble. Fait que je trouvais ça intéressant on a tout le temps parlé que le fameux Bro Science, que le cardio tue les gains musculaires, tue les gains. Donc là, c'était intéressant de voir quelqu'un qui faisait carrément l'inverse du cardio à profusion et de la force brute à profusion de l'autre côté. Puis de comment couper dans le gras pour que chacun, qu'il y ait une récupération qui se fait en même temps qu'on travaille les deux options qui ont tout le temps été un de dos à l'autre. Fait que c'est un peu ça que je fais en ce moment. L'entraînement plus côté force inspiré du powerlifting. Et puis de l'autre côté, j'aimerais ça compléter mon premier triathlon olympique cet été aussi. Donc j'aimerais ça aussi, en fait, premier meet de powerlifting, donc compétition de powerlifting et premier triathlon olympique cet été. Dans le même mois, j'aimerais ça. C'est un objectif assez intense, mais j'aimerais ça l'atteindre pour le mois d'août. Triathlon olympique, on parle de quelle distance encore, là, ça fait longtemps, j'ai plus 3 jours là-dessus.
Les triathlons olympiques, c'est écoute, 10 km de course, 90 km de vélo, puis quoi, 2 km de nage, quelque chose de même? Ouais, je pense que c'est 2,5 de nage, 10 comme tu dis de course, et puis 80 ou 90 de BC. Il faudrait que je vérifie encore. Je suis un peu mêlé aussi là avec les pas le triathlon, l'Ironman j'ai un ami qui a fait un Ironman récemment, donc ça a comme tout brouillé les cartes là. J'étais un peu loin de ça encore, mais oui. De toute façon, si t'es dans le powerlifting, là, tous tes multiples, c'est des multiples de 45. Tu sais plus compter le reste. Ouais, exactement. Une plate, 2 plates, 3 plates, après ça, parle-moi pas de kilométrage. Fait que pour supporter ton entraînement, est-ce que tu as une philosophie alimentaire particulière? Fait que, évidemment, tu es sur le podcast de Paléo Québec. Fait qu'évidemment, moi et Guillaume, on est plus de ce type-là. Sans t'as pas obligé de répondre que t'es paléo parce que, je veux dire, on va pas te lapider. On est de toute façon sur un podcast, ça va être tough. Ouais. Je serais curieux de t'entendre parler là-dessus. Ouais, je suis une personne qui apprécie les zones grises. Donc, je suis pas quelqu'un qui va nommer que ça, c'est la meilleure façon de s'entraîner, ça, c'est la meilleure façon de manger. J'aime bien les concepts de base. Donc, je pense que puis sans vouloir vous lancer des fleurs, mais le paléo, je pense que ça couvre pas mal de bonnes bases. Puis, à ce niveau-là, à mon œil, ça a été un peu comme le CrossFit l'été pour l'entraînement, mais je pense que le paléo a amené pas mal de bonnes choses à l'alimentation, dans le sens que le CrossFit a amené le retour vers que les gens n'aient pas peur de travailler en force, en puissance, les barbells, de kettlebell, les poids libres et tout ça. Donc pour le paléo, ça a amené de manger plus frais, de manger plus de protéines, plus de légumes, plus de bons gras, donc finalement de cuisiner plus de ce qui est plus naturel versus d'aller acheter des produits congelés et tout ça. Donc, mon alimentation est basée beaucoup là-dessus de cuisiner plus, donc de bonnes portions de protéines, de légumes, de glucides et de bons gras. Là où j'ai le problème un peu, c'est au niveau des glucides. Puis, vous en avez déjà parlé que des fois, vous ajoutiez du riz, si je m'en rappelle bien, des choses comme ça, côté glucides, quand l'entraînement a plus de besoin. Donc, c'est vraiment ça. Manger... La base va être vraiment légumes, protéines et bonne source de gras. Puis au niveau des glucides, ça va vraiment dépendre de l'entraînement. Donc, dans mes journées d'entraînement, je vais avoir quand même pas mal de glucides. Les journées que je m'entraîne pas, je vais diminuer les glucides. Donc, cycler un peu les glucides de cette façon-là. Ça va être rien de compliqué pour mon alimentation. C'est vraiment short and sweet comme ça. Pas vraiment de mentalité ou de intermittent fasting, de ci, de ça. C'est vraiment short and sweet. Ouais. C'est assez simple, effectivement. Dans le fond, si je devais te résumer ça, est-ce que si je te disais mange de la vraie nourriture, on serait pas mal à la bonne place avec ça? Exactement. Puis si le but c'est de prendre la masse musculaire puis tu perds du poids, mange plus. Donc augmenter. Si tu sens que tu n'as pas assez d'énergie dans tes entraînements, mange plus de glucides. Ça va nourrir autour de tes entraînements. Puis si tu es tout le temps léthargique ou tout le temps faim, des fois ça va être au niveau du gras, au niveau hormonalement, on va se sentir un peu justement léthargique, manque d'énergie, donc manger un peu plus de gras à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, j'y vais avec souvent une base de calories, dans le sens je ne vais pas compter les calories, mais je vais me donner une idée grosso modo de ce que je devrais manger, est-ce que ça fit avec mes gains, je veux diminuer mon pourcentage de gras, tout va dans la bonne direction, mes mensurations descendent, mon poids descend, mais good, je suis dans la bonne direction. Sinon, je fais des ajustements sur la quantité générale de mes portions. Mais c'est vraiment un peu comme le Precision Nutrition vont faire, donc ils vont servir des pommes et tout ça. Donc, ajuster grosso modo à l'œil, ça reste standardisé, si on veut, d'une journée à l'autre. Mes journées d'entraînement ont tout à peu près les mêmes grosseurs d'aliments, mais je me sers à peu près de ces portions-là visuelles versus de compter des calories pour mon alimentation. Est-ce que tu joues un peu avec des suppléments ou ça c'est... Ou as-tu déjà joué avec des suppléments ou est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as recommencé? Est-ce que... Ouais, ben dans le fond, côté protéines de petits laits que j'utilise des fois pour me simplifier des smoothies après les entraînements pour avoir le bon nombre de calories, si on veut dans la journée, le bon nombre de portions, si on veut de macros, comme tu dis, même je les compte pas, j'ai à peu près une idée en tête de où est-ce que je veux m'aligner. Et puis sinon vitamine D que je prends régulièrement, créatine quand je m'entraîne vraiment plus musculairement, je vais en prendre un petit 5 grammes par jour tout simplement. Puis sinon j'ai déjà essayé le intermittent fasting, j'étais dans le jeûne intermittent dans le passé, donc j'avais pris bestial quand je m'entraînais à jeûn justement, juste pour... c'était mental, là, juste avoir un petit goût sucré en m'entraînant, ça me permettait d'avoir des fois plus de kick en m'entraînant. Je sais que ça n'avait aucune incidence de BCA sur mon entraînement, mais ça avait été suggéré justement
pour limiter le catabolisme, justement, d'avoir le BCAA. Jusqu'à quel point c'était prouvé. J'avais pas vu rien sur... ma référence, moi, c'est sur examine.com. Je commence tout le temps par là d'aller vérifier leurs sources là. Puis je poursuis mes recherches après ça, à ce niveau-là, sur PubMed et etc. Puis j'avais pas vu rien de si intense là-dessus sur le catabolisme et les BCAA, mais il y avait une couple d'études justement qui montraient que ça aidait pour l'entraînement à jeun. Donc c'est dans le seul moment que j'avais pris ça, sinon je touche pas au BCAA. Donc c'est vrai. Pour résumer, vitamine D, créatine et puis protéines de petits laits et that's it. Ouais, ben les BCAA, ce que beaucoup de gens savent pas, c'est que tu prends ta quantité de petits laits, d'isolat de petits laits, puis t'azotes tes BCAA dans cette quantité-là. Fait pourquoi est-ce que tu paierais plus cher tes suppléments pour aller en avoir, alors que tu peux acheter des suppléments qui soient moins chers, aussi efficaces, avec ce que tu veux déjà à la base. Là. Bien d'accord. Puis le seul point que ceux qui faisaient le jeûne intermittent, c'était pour... ils voulaient vraiment pas sortir justement du mode à jeun, donc en ayant un peu de protéines ou un peu de glucides dans les protéines de petits laits, ça allait défaire ce profil hormonal parfait-là qui est le matin avec le cortisol plus haut et tout ça. Donc, c'était la pensée derrière. J'ai pas vu rien de magique là-dedans plus que les autres méthodes, donc pour ça que je ne pratique plus maintenant. Oui, mais pourtant, le pic hormonal de testostérone est à peu près entre 3 heures de l'après-midi. Fait que pourquoi est-ce que... rendu là, on peut décortiquer là, au micro-détail, mais à tel point est-ce que c'est payant. Des fois, il y a des gens qui se mettent un petit peu trop sous le microscope. Oui, c'est ça. Puis des fois, les gens essaient de trop simplifier ce qui ont lu dans une étude au pratico-pratique dans la vie de tous les jours, qui nécessairement, c'est des cascades d'événements qui arrivent dans le corps qui sont super complexes, qu'on n'est pas capable de dire ça va se passer exactement comme ça à chaque jour avec ce que j'ai mangé la veille puis comment je me sens aujourd'hui, ça va être tout le temps la même chose, comment aller optimiser ses hormones. Fait que c'est difficile d'aller dire vraiment je suis capable de tout rendre parfait hormonalement en créant un genre de petit environnement comme ça avec le jeûne intermittent. Donc ouais. Faut pas tomber dans le piège. L'autre phénomène aussi avec les études, c'est que on pense toujours que on travaille avec des moyennes. Si je travaille avec une moyenne de 1000 personnes, ben il y a des gens pour qui ça a marché, il y a des gens pour qui ça n'a pas marché. Fait que si tu prends l'étude, la conclusion, puis tu l'appliques à toi, ben si tu es un non-répondant, ben c'est just too bad, puis ça se peut que tu n'aies pas l'effet qui soit escompté. Effectivement. Fait qu'écoute, Alexandre, le podcast tire lentement mais sûrement à sa fin. Retiens tes larmes, s'il te plaît. Est-ce que tu as un livre de référence ou une source d'information que tu aimes beaucoup, vers laquelle tu aimerais diriger nos auditeurs? Chez les kinésiologues ou chez les gens, monsieur, madame, tout le monde qui voudraient s'entraîner, quoi que ce soit? Là? Commence par les monsieur, madame, tout le monde, puis après ça, on va chez les kinésiologues, disons. Ouais. Écoute, des livres. Je me fie vraiment plus, moi, tout ce qui est plus e-book et tout ça. J'ai dit que j'avais beaucoup été influencé par Alex Viada. J'avais appris beaucoup avec son e-book, justement, qui est le Hybrid Training, que j'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup aussi d'exemples d'entraînement à la fin avec, justement, le powerlifting et les autres... Les autres disciplines, il y a vraiment powerlifting et 5 km, powerlifting et triathlon, powerlifting et bien des affaires. Fait qu'il y a les petites modifications qu'il fait, puis il y a beaucoup de textes sur l'hydratation, comment ajouter son vélo ou d'autres particularités quand on fait du powerlifting, on a définitivement, excusez-moi, pas la shape d'un cycliste du Tour de France. Donc c'est sûr qu'il y a des plus grosses cuisses, un torse pas mal plus large et tout ça. Donc il prend vraiment ces détails-là aussi pour ajouter des petits détails chez les gens qui feraient les deux sports. Donc, ça a été super intéressant. Fait que je vous le conseille. Et pour les kinésiologues, mais tout ce qui est plus les vieux livres de Russe dans l'USSR, donc Transfer to Training de Verko Shanky, je prononce peut-être mal son nom, on pourrait le mettre peut-être dans le commentaire à la fin du... oui, dans les show notes, pas de problème. Dans les show notes, exactement. Donc, je vous enverrai bibliographie, donc c'est dur à lire, ça a été traduit et tout ça, mais c'est beaucoup de concepts sur la périodisation par bloc, comment transférer de l'entraînement vers le sport, qui est très pertinent justement. Donc c'est pour quelqu'un qui est kinésiologue, qui est peut-être pas nécessairement beaucoup de cours sur le pourquoi du transfert de l'entraînement vers le sport dans le bac. En tout cas, je peux parler pour le bac à l'UQAM que j'ai passé au travers. Donc ça a tout le temps un bon plus d'aller chercher de genre de livres comme ça qui sont des références dans le domaine de la performance physique. OK, génial. Fait qu'écoute,
Guillaume puis moi, on aimerait t'offrir un petit 30 secondes. C'est un message à livrer aux gens du podcast, à nos auditeurs. Oui, de pas avoir peur de l'Internet. C'est quelque chose qui peut faciliter, créer de l'accessibilité plus que de dire qu'on va couper le message humain. Et puis, si quelqu'un ne s'est jamais entraîné quoi que ce soit, je suggère à tout le monde, tous ceux qui sont jamais entraînés, de s'acheter un kettlebell. C'est l'outil, selon moi, le plus facile, la plus versatile pour un entraînement à la maison. Pas obligé d'acheter 8 dumbbells puis d'avoir des barres à pu finir. Un kettlebell, demandez à un kinésiologue de bien vous aligner sur le poids, puis ensuite de ça, vous pouvez faire un nombre d'exercices, que ce soit pour la puissance, la force, la perte de gras, c'est très utile. Génial. Fait que, écoute Alexandre, ce fut un plaisir de te parler. Écoute, on te réinvitera à un moment donné, dans peut-être une couple de mois, voir où est-ce que tu en es rendu avec Athletic Science, si tu as d'autres trucs, entraînement, d'autres concepts. On aurait pu parler de 1000 affaires aujourd'hui, mais pour le besoin des oreilles de nos auditeurs, on va garder ça une plus courte durée. Fait qu'écoute, les gens sont capables de te retrouver sur Facebook, c'est facebook.com/athleticscience.ca. Sur Twitter, c'est @scienceathletic, donc athletic en anglais, ATHLETIC. Sur Instagram, athletic.science. Et votre site web, évidemment, athleticscience.ca. Est-ce que Exactement. Y a-tu d'autres endroits, je sais pas, des Snapchat là ou des affaires de jeunes que je connais pas? Non, on n'est pas encore rendu là. On voit la tendance va là. Il faut en parler. Je sais pas si on va aller dans cette direction-là. À date, ça fonctionne bien. Même Twitter, on n'est pas trop... on lit des tweets, mais on va pas nécessairement mettre tout là-dessus. Fait que le plus simple, ça va être... on va tenir beaucoup Facebook, Instagram, puis notre site web. Que là, à date, c'est juste notre promo qui est sur notre site web. On est en train encore de développer le site web général où il va y avoir toute l'information. Donc, merci de m'avoir invité pour le podcast. Ça me fait un plaisir de rejaser avec vous sur les ondes ou en dehors des ondes. C'est toujours agréable. Cool. Excellent. Guillaume, avais-tu un mot de la fin, un message? Non, c'était magique. C'était magique. J'ai pas de mots. Je pense que Guillaume, il doit être en train de catatonique, trop manger de bacon, trop de cours aujourd'hui. Ça Je l'arrive. pense que j'ai pas mangé de bacon dans les 2 derniers mois. Mon Dieu. Oh my God, Philistin. Ça doit être ça le problème d'abord. Ça, C'est le voilà. d'être le dernier mois. C'est ça qu'il y a dans le Camelot. Hypolipidémie. Et on vient d'inventer ça. Alright, groupe. Donc, chers auditeurs, merci à Alexandre Gélina. Merci Guillaume d'être là avec moi. Merci auditeurs d'avoir été présents. Donc, c'est Vincent Mandeville pour le N3S podcast. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.